Allez, place au direct, nous allons retrouver Fanny Regnault au pôle financier où Nicolas Sarkozy est entendu depuis 9h ce matin dans le cadre de l'enquête sur l'affaire Big Malion. C'est cette histoire de fausses factures et donc à 20h pile, Fanny Regnault, l'ancien président de la République, est toujours entendu par le magistrat donc. Et oui, effectivement, il se trouve toujours ici dans les locaux du pôle financier de Paris. Nicolas Sarkozy qui risque une mise en examen pour financement illicite de sa campagne électorale. Selon une source proche du dossier, il aurait été averti par ses experts comptables d'un risque de dépassement de ses dépenses de campagne. C'est toute la question aujourd'hui, c'est ce que cherchent à savoir les juges. Est-ce que Nicolas Sarkozy était-il oui ou non au courant de ce système de facturation qui a permis à l'UMP de dépasser ses frais de campagne de presque 30 millions d'euros. Nicolas Sarkozy qui a toujours nié, il a nié encore une fois le 4 septembre dernier lors d'une audition à Nanterre. Il a nié être au courant de ce système frauduleux. Il a affirmé qu'il ne s'occupait pas de la gestion de l'argent lors de sa campagne. Il y a donc deux possibilités ce soir pour Nicolas Sarkozy. Soit il est mis en examen, il risque dans ce cas 1 an de prison et 3 700 € d'amende, soit eh bien, il ressort sous le statut de témoin assisté comme ça a été le cas pour Jean-François Copé il y a une semaine. Et dans ce cas-là, il restera à disposition de la justice. Alors je rappelle que dans ce dossier de l'affaire Big Malion, il y a déjà 13 personnes qui ont été mises en examen, dont 3 dirigeants de l'UMP. Fanny Regnault en direct du pôle financier à Paris avec Abderrahmane Sall pour BFM TV. Bonsoir Thierry Arnaud, Routel Krief et mon cher Éric Brunet. Avant de parler de cette affaire, de ce que cela peut provoquer comme obstacle aussi pour Nicolas Sarkozy, je pense que c'est Rachida Dati, il y a quelques minutes avec Routel Krief, qui résumait le mieux ce contexte pour l'ancien président de la République, aujourd'hui à la tête de la famille Les Républicains. On écoute Rachida Dati. Tout n'est pas uniquement autour de Nicolas Sarkozy, il y a d'autres... 13 mises en examen. Oui, donc il y a eu des confrontations, il y a eu des enquêtes, des perquisitions, des saisies. Donc tout ça, forcément, au bout d'un moment, Nicolas Sarkozy est entendu aussi dans le cadre de cette affaire. Ils prennent le temps nécessaire pour examiner cette affaire. Je souhaite simplement qu'effectivement, que l'affaire judiciaire soit traitée le plus rapidement qu'il soit, ça ne veut pas dire bâclée, mais en tous les cas que ça puisse aussi libérer, si Nicolas Sarkozy souhaite se présenter à la primaire, que ça ne pollue pas aussi le temps politique. Et parce que c'est là l'enjeu en fait. On a bien compris, les juges enquêtent, le temps judiciaire, le temps médiatique et puis le temps politique. Donc le risque pour Nicolas Sarkozy, c'est bel et bien le télescopage, temps judiciaire et temps politique pour l'ancien président, quoi. Oui, sachant que le temps judiciaire, par définition, il ne le maîtrise pas. Il est long en général en France. Politique, il est long, mais il y a plusieurs hypothèses possibles, selon qu'il est mis en examen ou pas, selon s'il est mis en examen, qu'il décide de faire appel de cette mise en examen ou pas, auquel cas on peut aller en appel, on peut aller en cassation, bref, ça peut durer très longtemps. La seule date certaine qu'on ait sur le calendrier et politique et judiciaire à ce stade, c'est la date des primaires, naturellement, qui ont lieu à la fin du mois de novembre. Et c'est effectivement la collision possible entre ces deux calendriers tout au long des prochains mois, si cette affaire dure pour lui, qui va évidemment poser problème. Mais est-ce qu'on peut faire campagne en étant mis en examen, même si, bien sûr, il y a est déjà la mis en examen sur une autre affaire. Hein. Effectivement, c'est l'affaire, je vais retrouver des écoutes, voilà. Des écoutes, donc avec son avocat, trafic d'influence. Une double mise en examen et on peut faire campagne à ce moment-là, normalement, même avec la présomption d'innocence, Ruth. Moi, je pense que Nicolas Sarkozy peut le faire et qu'il le fera peut-être, et que son tempérament le poussera peut-être à le faire. Néanmoins, ce sera une mise en examen quand même sur éventuellement financement illégal de la campagne, alors même qu'il va se présenter pour une nouvelle campagne, pour dépassement des comptes de campagne. Donc ça sera très directement lié à la campagne présidentielle de 2012 et donc, d'une certaine façon, implicitement, à la prochaine de 2017. Je pense que peut-être c'est beaucoup plus délicat dans cette situation que dans une autre. Néanmoins, son caractère et ce temps du judiciaire, justement, qui font que, il y aura des recours et les recours sont légaux et normaux. Et rappelez-vous, il s'est sorti de bien d'autres affaires. Et ici même, on l'avait vu sur l'affaire Bettencourt, où il y a eu un non-lieu et où il s'en était totalement sorti, alors même qu'il avait été assez massacré sur cette question par un certain nombre d'observateurs. Donc, son tempérament le poussera à être optimiste et à considérer qu'il sera plus fort que tout cela. Néanmoins, quand on veut aller se représenter devant les Français,
éventuellement, s'il y a cette mise en examen, je pense qu'elle sera une des plus difficiles à porter quand même. Ça peut être un boulet. Oui. L'image du boulet à traîner lorsqu'on va faire campagne, lorsqu'on va se présenter effectivement devant les Français, Éric Brunet. Oui, vous venez de parler de l'image du boulet. La question dans cette affaire, c'est aussi l'image, c'est aussi le côté millefeuille, ces mises en examen, ces soupçons qui pèsent sur Nicolas Sarkozy, ça fait lourd. Effectivement, il y a beaucoup d'affaires, comme notamment l'affaire Bettencourt, dans lesquelles on s'est rendu compte avec un peu de temps qu'il n'avait pas à être impliqué. Là, ce que j'observe, c'est qu'il y a un certain nombre de personnalités de l'UMP, de l'ex-UMP, dont le nom a été confusément lié à cette affaire Big Malion, qui sont... Regardez, tiens, Jean-François Copé, je me lance parce que dans l'affaire Big Malion, je n'ai pas, moi, été mis en examen. Non mais réfléchissez une seconde, je ne vais pas utiliser l'expression les torrents de boue qui ont été utilisés par Copé lui-même, mais enfin ça a été lourd, ça a été pesant à porter. Bon, comment sort-on de ce genre de procès d'intention qui sont menés quand même de façon assez active, je ne dirais pas par les magistrats, mais en tout cas par un certain nombre d'opposants politiques, c'est pas facile. Donc ça c'est le cas Copé. Imaginons que Sarkozy sorte de cette affaire indemne, se posera quand même la question de ces heures et de ces heures d'antenne médiatique au cours desquelles on a quand même jeté un regard soupçonneux sur l'ancien président de la République. On a entendu Rachida Dati il y a quelques instants à droite, aujourd'hui dans les couloirs de l'Assemblée nationale, lorsqu'on posait la question du cas de Nicolas Sarkozy, on répondait très aisément, écoutez, présomption d'innocence, il est entendu, il n'a pas de mise en examen, donc laissez faire le temps judiciaire, le temps des conséquences politiques viendront. Puis à gauche, écoutez ce qu'en pense Olivier Falorni, le député du côté de La Rochelle. On parle quand même de l'élection présidentielle, on parle de dépassement de plusieurs millions d'euros, donc tout cela n'est pas quand même anodin. Nicolas Sarkozy, je pense, joue aujourd'hui un petit peu son destin politique et sa candidature aux primaires. Cumuler les mises en examen, je ne pense pas que ça soit forcément opportun pour se lancer ensuite dans une campagne présidentielle. Ouais, c'est ce qu'on vient de dire, qui était résumé par Olivier Falorni. Et puis, si on monte dans le Nord aujourd'hui, Alain Juppé était en visite avec Xavier Bertrand du côté du camp des Républicains. Voilà ce qu'il a dit Alain Juppé alors qu'on lui posait la question, tiens, est-ce que vous avez suivi ce qui se passait du côté de Nicolas Sarkozy? Non, pas particulièrement. J'ai été attentif à la situation des commerçants et des entrepreneurs de Calais qui souffrent beaucoup parce que l'image de la ville souffre, donc ils le ressentent sur leur activité économique avec des risques de fermeture et des risques de licenciement. Voilà ce qui m'intéresse aujourd'hui. Nicolas Sarkozy risque une mise en examen. Qu'est-ce que vous en pensez? Pas de commentaires, je peux dire. La justice fait son travail. Merci. Pas de commentaire du côté d'Alain Juppé, donc on reste quand même... Oh, c'est normal. C'est ce qu'on dit officiellement. Non, mais même, c'est normal, attendez, il n'a pas besoin de bouger. Vous n'allez pas me faire croire que dans l'esprit des adversaires de Nicolas Sarkozy, il n'y a pas une once quand même à un moment, on ne se dit pas, si jamais il est chargé, ça peut nous arranger dans le cas de la cause de la primaire. Enfin, ils vont attendre un petit peu. Merci de me le dire. Merci de me le dire. Non, mais il n'y en a aucun qui le dira publiquement, mais tous vont le penser quand même. Il y en a même qui sont candidats déjà ou qui s'y prépareraient en pensant que l'espace qu'ils représentent pourrait se libérer. Quand Jean-François Copé se lance dans la campagne, c'est aussi parce qu'il se dit peut-être que Nicolas Sarkozy sera empêché, auquel cas, moi je représente cette fameuse droite décomplexée. Même un Laurent Wauquiez qui fait un discours très applaudi au Conseil national des Républicains, est-ce qu'il ne se dit pas peut-être que ce créneau sera libéré, etc., etc. Il y en a peut-être d'autres, mais vous voyez... J'occupe le même couloir bonapartiste que celui de Sarkozy. Donc oui, effectivement. Vous pensez pas que franchement, quand Jean-François Copé dit que le juge ne l'a pas mis en examen, lorsqu'il prononce cette phrase, il sait que si c'est pas lui qui va être en examen, il sait déjà qui sera le mis en examen dans cette affaire, Thierry Arnaud? Non, mais quand il dit ça, il pense à Nicolas Sarkozy. Et d'ailleurs, mardi dernier, quand il va devant les députés, il vient d'être simplement placé sous le statut de témoin assisté. Et il dit quelques mots devant les députés sur le mode, voilà, je suis très soulagé, etc. Et évidemment, j'ai une pensée pour ceux pour qui la menace d'être mis en examen existe toujours. Alors, il ne dit pas exactement comme ça, mais c'est ça le sens du message. Et évidemment, il fait un clin d'œil
amicale à Nicolas Sarkozy, en Mais l'occurrence. attention, parce qu'une instruction, elle n'est Ça finie peut que quand changer, elle est bien finie. sûr. Hein. Son statut, pour l'instant, est un statut qui Et donc n'est pas c'est définitif. vrai qu'il a tout à fait raison de dire qu'il est à cette heure-ci totalement en témoin assisté, puis il n'est pas mis en examen, et c'est très important pour lui, ça lui permet d'être candidat. Mais c'est vrai qu'on se souvient de la mise en examen à la dernière minute dans l'affaire Bettencourt par le juge Gentil de Nicolas Sarkozy, à la dernière seconde, c'était dans la soirée, au cours d'une deuxième ou d'une troisième audition. Donc c'est vrai qu'il faut être très très prudent pour tout le monde, hein, pour Une petite pour tous, remarque hein. quand même au passage, Alain, il est bientôt 20h10, il est devant le juge depuis 9h ce matin, Nicolas Sarkozy. Ça fait, alors il y a toujours des interruptions, des pauses, on s'en va, on revient, on s'arrête. Mais ça fait quand même ce petit balai 11 heures que ça dure. Sachant qu'il y a match au Parc des Princes ce soir à 20h45, Oui. si Nicolas Sarkozy veut sortir à temps pour le match, je ne sais pas s'il sera sorti à temps pour aller à la corbeille du Parc des Je crois Princes. comprendre qu'il avait prévu d'y aller en tout cas. Donc voilà. Il est capable par bravage d'essayer d'y aller s'il sort du, S'il sort du pôle à temps, financier à je pense temps. qu'il ira. Bien. Oui. Revenons à ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale aujourd'hui. C'était le baptême du feu aujourd'hui pour la nouvelle équipe gouvernementale. Et d'ailleurs, la première question, parce que c'était les questions au gouvernement, la première question posée aujourd'hui au Premier ministre, c'était sur la composition de ce nouvel attelage en charge des affaires de la France. On écoute. À quoi aura servi le remaniement de jeudi dernier? À faire croire que vous avez encore une majorité pour conduire les réformes dont le pays a besoin, à augmenter le nombre de ministres pour le porter à 38, ce qui n'est pas gage d'efficacité, à saigner à blanc les verts et leur velléité de primaire, ou à mettre sous le boisseau Emmanuel Macron et ses velléités de réforme. Je reconnais là vos talents de commentateur de la vie politique, et sur le remaniement, la politique étrangère ou la politique de défense du président de la République et du gouvernement change-t-elle? Non. La politique priorité à la lutte contre le chômage, pour l'emploi, allons-nous changer? Non, bien sûr. Cet engagement et cette cohérence sont préservés, et c'est ça pour moi l'essentiel. On garde le cap, c'est le gouvernement de la cohérence. Manuel Valls, il va avoir un souci au maxillaire, là, à force d'être les mâchoires serrées. Dites donc, quand il répond, Manuel Valls, on sent qu'il est sous tension. C'était temps de faire un peu de sport, monsieur le Premier ministre. Le gouvernement de la cohérence, il sait, Manuel Valls, que là, il va vraiment être attaqué dans les jours et les semaines qui viennent par l'opposition sur le côté bricolo du gouvernement. Oui, bien sûr, c'est un mauvais moment à passer, c'est du pain béni pour l'opposition, cette recomposition du gouvernement, on l'a dit pour des tas de raisons, parce qu'on connaît les désaccords sur des tas de sujets qui peuvent exister entre les nouveaux entrants au gouvernement et ceux qui y étaient avant. On nous avait parlé, lorsque Valls est arrivé à Matignon, d'un gouvernement resserré de combat. Il était de 30 personnes, puis il est passé à 32, et voilà maintenant qu'ils sont 38, avec des secrétaires d'État au titre parfois un peu improbable, dont on se demande par ailleurs ce qu'ils vont pouvoir faire de concret, d'efficace, de réel en l'espace d'un an, parce que il ne faut pas se tromper, dans un an, on sera en février 2017, on sera en pleine campagne présidentielle et ce sera déjà terminé. Donc, ce qui est clair, c'est que, voilà, pour l'opposition, il y a des tas d'angles d'attaque au sujet de ce remaniement qui sont assez faciles. Et c'est le jeu de la démocratie, ils auraient tort de s'en priver, ils sont là pour ça. Alors, c'était notamment aujourd'hui Jean-Marc Ayrault qui répondait aussi sur la Syrie. Vous voulez un angle d'attaque? Les contradictions, justement, de cette équipe gouvernementale, ben, c'est Jean-Michel Baillet. Le sénateur Baillet, qui, lorsqu'il était au Palais du Luxembourg, combattait, ferraillait contre la réforme territoriale et qui aujourd'hui se retrouve en charge des collectivités territoriales. Alors, boum, il en a pris une petite, le sénateur Baillet, il a répondu. Dans l'action publique, il y a le temps de la réflexion. Est-il utile de mener telle ou telle loi? Oui ou non, est-elle bonne pour la France? Il y a le temps de la concertation. Nous avons fait connaître nos positions. Ça s'appelle tout simplement la démocratie et la diversité d'opinion. Vous n'en êtes pas avare à droite de diversité d'opinion, surtout par les Canticourt d'ailleurs. Vous les affichez tranquillement. Vient le temps de la décision. C'est le vote de la loi par le Parlement. Et quand la loi est votée sur le territoire de la République, elle s'applique à tous, elle engage tout le monde, a fortiori les membres du gouvernement.
Voilà, maintenant qu'il est ministre, il applique. Mais c'est un grand moment de la vie parlementaire. Il fait régner un petit parfum de 4e République sur l'hémicycle, il est phénoménal. Mais quand vous venez de souligner un anachronisme, celui de Bailey, mais ce remaniement ministériel, c'est un train d'anachronisme. Je ne vais pas avoir la cruauté de rappeler Emmanuel Cos sur Notre-Dame-des-Landes et Jean-Marc Ayrault. Il y en a plein d'anachronismes. C'est une succession d'anachronismes. Rien n'est cohérent dans ce remaniement. Tout est fou, jusqu'à ces nominations de secrétaires d'État que nous ne retiendrons jamais, qui ont été juste pris pour assurer le principe de la parité totale. Il fallait 18 hommes, 18 femmes. Non, c'est formidable, mais on a inventé des secrétariats d'État loufoques. J'ai essayé de les retenir. Je vous assure que j'ai essayé de les retenir, ces secrétariats d'État. Mais je n'y suis pas parvenu. Mais non, il est parti là. Non, mais attendez, c'est moi qui suis fou. C'est moi qui suis fou. Enfin, Éric, comment pourrions-nous penser ça ? Ce remaniement est absurdissime. Oui. Tout le monde l'a noté. Même à gauche, les gens sont embarrassés. Ce pauvre Manuel Valls qui essaie de se justifier alors qu'il n'y est pour rien. Ce sont des décisions qui ont été prises par François Hollande et il n'a même pas eu la main sur les ministres qui composaient son gouvernement. Donc tout ça est quand même largement burlesque et il faut en rire parce qu'il n'y a pas d'autre façon de prendre les choses. On a assez dit le soir du remaniement avec Thierry que c'est vrai que c'était un gouvernement électoral d'avant élection et pas un gouvernement de décision. Et donc le message qui est renvoyé, c'est quand même qu'on a Jean-Michel Bailey qui est maintenant dans l'équipe gouvernementale, on a la conviction politique à géométrie variable. C'est-à-dire qu'on ferraille quand on est sénateur, alors qu'en théorie, le parti radical de gauche est quand même allié du gouvernement actuel. On s'y oppose en étant sénateur. On se souvient des phrases du côté du Sénat quand même qui étaient lourdes, la charge au cœur de Jean-Michel Bailey. Et puis là, non, j'applique la discipline gouvernementale, faites-moi confiance, je travaillerai dans le sens que me diront Manuel Valls. À partir du moment où il est devenu ministre, c'est trop tard. Alors, vous savez comment on dit, vous savez l'expression, je me vends pour un Marocain ou pour un steak, quoi. Donc à partir du moment où je l'ai, j'y vais. Une fois qu'il est dans le gouvernement, il ne peut pas dire autre chose, parce que dans ce cas-là, ça pose problème. À l'intérieur du gouvernement ? Souvenez-vous de la cuvée du redressement. Oui, souvenez-vous comment ça s'est terminé. Non mais justement, certains ne s'en sont pas privés au nom de leurs convictions et ont aussi assumé les conséquences. Là je vous dis, c'est la conviction à géométrie variable pour pouvoir rentrer au gouvernement, parce que Jean-Michel Bailey, ça faisait 20 ans qu'il n'était pas arrivé dans un gouvernement. C'est une machine à quoi que ce gouvernement, et dans le fond, le rôle... Non mais c'est vrai, le rôle de Manuel Valls, ça va être plus que jamais de les éviter à chaque seconde. Donc c'est pour ça que c'est pas facile et que les 14 mois qui arrivent vont être une sorte de course de haie, une sorte de match dans lequel il faut qu'ils voient où la balle va aller, parce qu'il y a des couacs à tous les étages. Possible. Peut-être qu'ils peuvent en éviter quelques-uns. Donc il y aura des déminages. Mais c'est vrai qu'on le voit, il y a 3-4 sujets tout de suite. Vous allez voir sur les migrants. Si vous interrogez Emmanuel Cos sur les migrants, alors que Manuel Valls a dénoncé la politique d'Angela Merkel il y a 2 jours. Qui dit qu'on ne pouvait plus accueillir de migrants, que c'était terminé. Ça c'est un sujet qui va revenir. Là, il y a un sommet européen dans 2 jours et on va avoir une question très importante là-dessus. Et ainsi de suite, il y en aura sur tous les sujets. Je voudrais juste ajouter une chose quand même, c'est que c'est quelque part la responsabilité de François Hollande, et pas seulement pour être candidat à la présidentielle dans les moins mauvaises conditions possibles, d'essayer de faire en sorte de rassembler la gauche. Même si ce rassemblement, on voit bien qu'il s'opère sur des bases fragiles, que c'est difficile, etc. Sa responsabilité, c'est quand même d'essayer d'éviter que son camp n'arrive à la présidentielle de 2017 de manière totalement dispersée, éclaté pour la présidentielle et pour les législatives qui suivent. Donc, toutes les réserves qu'on a manifestées à l'occasion de ce remaniement, et Ruth les rappelait à l'instant, elles restent là. Mais, je veux dire, il fait de la politique. Et quelque part, faire de la politique, c'est pas seulement faire de basses petites manœuvres. Il est aussi là pour ça. Voilà. Et la fin d'une ambiguïté aussi. Laurent Fabius, président du Conseil constitutionnel, pouvait-il garder un bureau au ministère des Affaires étrangères afin d'assurer le suivi de l'accord COP21? Incompatibilité soulevée, d'ailleurs on s'en souvient, par Jean-Louis Debré avec vous, Ruth Elkrief. Sous la pression, dit-on, en coulisses aussi de Ségolène Royal, qui veut garder le suivi international. Vraiment mauvaise langue. Non, mais Jean-Louis Debré, il n'a pas besoin de la pression de Ségolène Royal. C'est sa conviction de président du Conseil constitutionnel. Par ailleurs, Ségolène Royal demandait la clarté au président Hollande. Demander la clarté au président Hollande, ça c'est pas simple. Écoutez, justement, Ségolène Royal. Aucun commentaire n'est souhaitable. Il y a des règles en République, et notamment des règles de non-cumul.
voilà, il faut les appliquer le plus rapidement possible pour éviter toutes les polémiques et notamment pas une bonne image sur la scène internationale lorsqu'il y a des polémiques de ce genre. Voilà. Vraiment, je crois que j'ai aucun commentaire supplémentaire à faire. Dans un sourire, ça se termine dans un sourire. Enfin, pas de cumul, c'est vrai que Jean-Yves Le Drian ne cumule pas, j'avais oublié, pardon. La question du cumul. C'est un cumul de nature différente et qui pose quand même problème. C'est-à-dire que le fait que celui qui est le président du Conseil constitutionnel, une autorité judiciaire de très haut niveau, et en même temps un pied, fut-il essentiellement symbolique, exactement, au sein du pouvoir exécutif, est quand même un vrai problème démocratique. Ça ne pouvait pas marcher. La question du cumul sur le plan technique, elle est secondaire au regard de la dimension du rôle du président du Conseil constitutionnel. Il faut quand même rappeler qu'un président de Conseil constitutionnel, il déjeune pas avec un membre du gouvernement, ou il évite de déjeuner avec un chef de parti politique. Enfin, il représente toute la dimension sacralisée de la loi. C'est lui qui tranche sur les questions de la légalité d'une nouvelle loi. Donc c'est quelque chose. Juriste, il est au-dessus des partis. Oui. Il aurait eu un bureau au Quai d'Orsay, il aurait continué à faire des voyages comme ça dans le monde entier. Il y aurait eu quand même une question de conflit d'intérêts majeur. Et je ne comprends... Franchement, vous voulez que je vous dise, il y avait une dimension éminemment arrogante chez Fabius à s'entêter dans cette voie-là. Et Debré, qui est un homme plutôt discret, qui lui était magistrat, contrairement à Fabius d'ailleurs, Debré s'est peut-être dit à un moment donné, mon père se retournerait dans sa tombe. Il n'est pas question que j'accepte cela. Non, mais il a eu raison, Debré. C'est Ségolène Royal qui a fait ce qu'il fallait en coulisses pour que le cas Fabius soit tranché. Oui ou non? C'est une vraie question. Non. C'est une vraie question. Là, Eric et elle est en charge Thierry du suivi international quand même de l'écologie, de l'accord. C'est une question de fond que mais pourquoi ça n'a pas été tranché dès le départ? Que l'ex-futur président du Conseil constitutionnel aurait ça n'a pas été tranché dès le départ? Il aurait dû l'anticiper. C'est une forme d'attachement affectif à cette fameuse COP21 qui est... Oui. Non mais attendez la fin de la phrase. Qui l'a rendu coupable d'une première petite faute comme président du Conseil constitutionnel. Pourquoi on ne lui a pas dit non d'entrée à Laurent Fabius? Je vous l'ai raconté ici la semaine dernière. Jean-Louis Debré l'a fait remarquer à François Hollande quelques jours avant la nomination de Laurent Fabius. Et François Hollande lui a dit « je m'en occuperai ». Et il a attendu que les choses soient évidentes. Oui, voilà. Et donc on en est arrivé là, c'est tout. Ça aille très très haut à ce moment-là dans la polémique et que Ségolène Royal peut-être au dernier moment lui dit c'est pas possible, sinon ça va mal aller. Non mais même, je crois que c'était vraiment clair. D'accord. Les tweets, vos réactions sur Twitter ce soir, voyons ce que vous avez pensé de l'actualité politique du jour qui vous fait réagir. Les juges le gardent jusqu'à 23h car ils sont pro-Chelsea. Écoutez, c'est la vanne de la soirée. Blague à part, c'est de l'acharnement qui débouchera vers un non-lieu. À voir. Encore réaction, toujours je crois à propos de Nicolas Sarkozy. Il a été directeur de campagne de Balladur en 95, pardon. Il sait combien coûte un meeting. Souvenez-vous qu'à l'époque on nous a dit que l'argent c'était l'argent de la vente des t-shirts pour Balladur. Nicolas Sarkozy il répond lui-même à cette objection-là lorsqu'on lui parle de cette affaire de sa campagne de 2012 et des meetings en disant qu'il y a eu moins de meetings dans sa campagne de 2012 que dans celle de 2007. Mais quel meeting? Big Malion ou quand Sarkozy persiste dans la stratégie du Nini, Interpol, oui, souvenons-nous effectivement des meetings de 2012 aussi. Allez, le petit dernier pour la route. Si la présence de Nicolas Sarkozy s'éternise, elle est due au fait qu'il inflige au juge la lecture de la France pour la vie. Ils sont bons ce soir, nos tweetos, comme tous les soirs.